je vais parler un petit peu de manière personnelle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accueille une coach certifiée qui a fait vraiment ses armes depuis maintenant de nombreuses années, mais c'est aussi une amie et je suis vraiment ravi de l'accueillir et vraiment, elle a un parcours très atypique. D'abord dans le marketing, elle a travaillé chez Tag Heuer, hein, c'est là où on s'est rencontrés. Et puis après, elle a travaillé chez Bulgari et chez Jacques Edro. Christine, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur qui tu es et ton parcours et comment tu en es arrivé justement à devenir coach? Oui, oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Alors, comme l'a dit Raphaël, moi, j'ai un parcours en plusieurs volets qui sont toujours connectés. Mais j'ai d'abord travaillé pendant un peu moins de 10 ans dans le marketing, la communication et puis après un peu le retail et la formation dans le milieu du luxe, l'horlogerie, la joaillerie et puis aussi l'immobilier. Et puis, s'est ouvert après un deuxième volet de ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir partir en expatriation en suivant mon mari pour des opportunités professionnelles. Et ça a coïncidé exactement au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, j'ai fait un choix de devenir une mère, une épouse et un conjoint suiveur, hein, comme on dit dans le milieu de l'expatriation, et d'arrêter ma carrière professionnelle à ce moment-là. Et ça fait maintenant 8 ans que nous sommes partis pour ces aventures d'expatriation. Et en 8 ans, nous avons fait 5 destinations ou 5 endroits différents. Donc, on a pas mal bougé. Et c'est vrai que pendant cette partie-là de ma vie, il y a eu beaucoup de questionnements autour de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, mais peut-être aussi une forme de contribution au monde. Ça peut être prétentieux, mais non, c'était plutôt d'avoir la sensation de qu'est-ce que je fais en fait, à quoi je sers. Et du coup, pendant cette deuxième partie de ma vie, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai cherché plein d'outils différents. Pour les gens qui me connaissent, j'ai, je pense, une qualité, c'est mon intensité. C'est parfois un défaut, mais aujourd'hui, j'en fais une grande qualité et cette intensité-là, j'ai besoin de la nourrir et du coup, j'ai cherché en fait plein de petites choses à gauche et à droite qui pouvaient me servir dans mon quotidien, à la fois pour ma casquette de maman, à la fois pour ma casquette de femme, et puis aussi pour ma casquette on va dire, d'entrepreneur, ou en tout cas dans la volonté de me reconvertir dans quelque chose qui faisait du sens. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de vouloir transmettre et de continuer à transmettre. J'ai toujours aimé la communication, j'ai toujours aimé être une forme de passe-plat entre les gens, que ce soit dans les services marketing des grandes entreprises horlogères, que ce soit dans mon quotidien avec mes amis au niveau social. Et c'était vraiment quelque chose qui me manquait, surtout en étant à l'étranger. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'en utilisant ces outils qui me servaient à moi personnellement, qui avaient pour certains eu plus d'impact que d'autres, je pouvais aussi, à mon échelle, à ma petite échelle, contribuer à aider les gens à peut-être mieux appréhender leur quotidien, se sentir peut-être mieux dans leur basket, dans des moments de transition de leur vie. Et du coup, j'ai choisi de faire une formation pour me certifier là-dedans, parce que je pense que tout ce qui touche un peu aux émotions, ça reste quand même un petit peu particulier, qu'il faut faire ça de manière professionnelle. Et du coup, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait une formation certifiante qui a été validée après au niveau international par l'ICF. Et j'intègre dans mon quotidien aujourd'hui de coach, de formatrice ou de tutrice plein de petites choses et plein de petits outils comme la communication non violente, les fleurs de bac, ou ce dont on va parler aujourd'hui, ma casquette d'ambassadrice et de formatrice pour la méthode J'arrête de râler de Christine Levicki, qui a donc écrit ces livres que vous avez certainement vus un peu partout. Et voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui me plaît, c'est de partager, de transmettre et de pouvoir, à ma manière, contribuer à planter des petites graines chez certaines personnes pour qu'elles se sentent mieux ou appréhendent mieux, en tout cas, leur quotidien. Merci. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'arrêter de râler. Donc, on parle vraiment d'une autre manière de communiquer, de différents champs des possibles. Est-ce que tu arrives à nous donner des outils tout de suite, là, maintenant, dans l'immédiat? Alors, je pense que, enfin,
la première chose ou le premier outil qu'on peut envisager, c'est un petit peu par rapport à ce que tu as fait en tout début de session. Vous avez tous été très rapidement capables de dire sur qui vous aviez râlé. Donc, je pense qu'on est tous d'accord de dire qu'on râle et que râler, ça nous pollue. C'est quelque chose qui n'est pas forcément positif. Ça nous amène beaucoup de nuages gris autour de notre tête, une forme de négativité. Ça entretient un muscle, en tout cas, qui n'est pas quelque chose de constructif. Donc, j'ai plutôt envie aujourd'hui de travailler avec vous vers un outil qui est un outil propre au coaching, mais qu'on entend un peu partout, dans l'hypnothérapie, même ailleurs, qui est la visualisation. D'accord ? Donc, en fait, c'est se poser la question à quoi pourrait ressembler votre vie aujourd'hui si vous aviez des communications ou des conversations différentes avec vous-même ou avec les autres. Et si, au lieu de râler, vous aviez un dialogue intérieur ou un dialogue avec les autres qui était différent. Et la visualisation, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bateau, d'accord ? Et je pense qu'il y en a plein qui vont se dire oui, elle a vu la lumière bleue, elle est en train de nous expliquer comment faire. Non, pas du tout. Je ne suis pas Gandhi, je n'ai pas pris de petites pilules ce matin, je n'ai pas vu la lumière bleue, mais je pense en fait que la visualisation est un outil très fort, même si on n'est pas quelqu'un de visuel à la base, au niveau de notre intelligence émotionnelle, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir une direction. C'est finalement de se dire, on a tous fait le constat qu'en fait, on râle et que ça nous pollue, mais on a envie d'autre chose. Vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie de tendre. Donc, vous pouvez chercher une image comme une photo sur Pinterest ou je ne sais quoi, une image même de votre propre vie de famille, d'un moment qui vous a rempli de bonheur, qui vous a fait du bien, d'une image positive. Vous pouvez réfléchir à un mot-clé, un verbe ou même une phrase, ces fameux mantras comme on voit beaucoup en développement personnel, toutes ces choses qui vous font du bien et qui vous inspirent. Alors, il ne faut pas s'amuser à faire ça de manière trop globale. Vous pouvez peut-être choisir une situation, repenser à ce que vous avez décrit dans le chat un peu plus tôt, la raison pour laquelle vous avez vraiment râlé, une situation qui vous pèse vraiment dans votre quotidien. Je suis très étonnée parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore, ou peu, il y a une personne qui a évoqué la difficulté du confinement ou de l'isolement, mais on a peu évoqué le Covid comme un élément de la râlerie. Mais je pense que la situation qu'on vit depuis 1 an est un élément très fort qui pousse de plus en plus de gens à râler, d'accord ? Mais ce serait intéressant de se dire, OK, par rapport à cette situation qui nous dérange, qui vient nous gratouiller, qui vient nous déranger, qu'est-ce que j'aurais envie de voir à la place ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire à la place ? Et donc là, c'est juste de vraiment vous mettre en chemin avec cette image-là, sur cette situation-là, pas la totalité de votre vie, d'accord ? On ne peut pas solutionner le tout, mais une chose, un élément, vous le prenez et vous lui associez quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous donne envie de vous mettre dans la direction de ce changement. Et ça, c'est vraiment un outil qui est hyper fort. Je ne sais pas si on voit derrière moi, mais moi, j'ai toujours plein de trucs. J'ai besoin de mantras, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle des vision boards. On faisait déjà ça à l'époque en marketing pour parler des positionnements des montres. Et ben moi, je le fais encore aujourd'hui pour parler du positionnement de la vie à laquelle j'aspire. Parce que ça me fait du bien et parce que ça me donne l'impression que quand je l'ai là et que je l'ai vue, quelque part, je commence un peu à la créer dans mon esprit. Et ça, c'est vraiment l'outil que j'ai envie de partager avec vous. Vous le trouverez peut-être trop facile, un peu trop léger, peut-être c'est un peu bateau pour vous, mais je vous promets que dans les circonstances où, quand on est happé par sa routine, par son quotidien, par le Covid, par la situation économique, on a des millions de nuages autour de nous, donnons-nous l'opportunité de créer quelque chose avec un peu plus d'arc-en-ciel, un peu plus de soleil, un peu plus de légèreté, quelque chose qui nous fait envie et qui nous donne envie de nous mettre en chemin vers une autre communication. Alors, en parlant de communication, moi, j'aimerais tu nous expliques pourquoi on râle, en fait. Et j'invite, en fait, déjà peut-être tout le monde à dire pourquoi vous râlez. À quoi ça vous sert aujourd'hui de râler? Alors, n'hésitez pas. Oui, je pense que c'est intéressant de faire cet exercice-là parce que c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on est capable, c'est effectivement évacuer la frustration. Ça Alors, défoule.
Et oui, c'est un exutoire. Donc, en fait, je pense que ce qui est très important, en fait, de se rendre compte, c'est que on râle parce qu'on a envie de créer un électrochoc avec quelque chose qui ne nous convient pas. D'accord? Que ça soit vis-à-vis de nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis de l'extérieur. D'accord? Râler, le but, c'est de dire, il y a un truc qui ne va pas, qui ne se passe pas comme j'en ai envie ou comme j'en ai besoin, et je vais l'exprimer en râlant parce que je pense que comme ça va solutionner le schmilblick. Mais en fait, si on prend un exemple tout bête, un exemple qui m'est arrivé, d'accord, pas plus tard que ce matin, je suis arrivée dans ma salle de bain et mes enfants avaient décidé de laisser leurs chaussettes sales par terre à côté du panier à linge parce que c'est un petit peu trop compliqué de les prendre et de les mettre dans le panier. Et j'avoue que la première idée qui m'est passée par la tête, c'est non mais j'en peux plus de ces chaussettes, en fait. Sincèrement, c'est quand même pas compliqué de prendre la chaussette et de la mettre dans le panier. Mais en fait, la réalité, c'est que le problème, c'est pas la chaussette. On est bien d'accord. Donc, je vais m'énerver sur la chaussette et je vais m'énerver sur tout ça. Mais le problème, c'est autre chose. C'est peut-être le rangement, le fait que moi, j'ai besoin qu'il y ait de l'ordre, le fait que je trouve que mes enfants me manquent de respect, et je mets des guillemets, parce qu'ils ne rangent pas leurs chaussettes. Et en fait, c'est ça qui est très important de garder en tête. C'est on râle souvent sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la cause profonde de notre râlerie. On râle pour évacuer une frustration, un mécontentement, pour marquer le fait que ce à quoi on aspire ne correspond pas avec la réalité qu'on vit. Le gap entre les deux, au plus il est grand, au plus la râlerie, elle va s'installer. Donc, voilà pourquoi on râle. On râle parce qu'en fait, on n'arrive pas à obtenir quelque chose que l'on souhaite. Et pour essayer de l'obtenir, on pense qu'en l'exprimant de manière négative, agressive ou en ventilant avec exagération, les choses, elles vont se solutionner. Est-ce que c'est le vrai ou pas? Ça, je ne suis pas sûre. Concrètement, ça donne quoi râler? C'est quoi en fait, fondamentalement? Alors, râler sur la base de ce que Christine Levicki dit dans son livre et qui a un peu quand même ce qu'on entend ailleurs de manière générale dans la psychologie ou dans le développement personnel. Râler, il faut qu'on fasse attention de ne pas confondre ça avec peut-être un besoin de s'exprimer. Donc, pour être sûr qu'on est en train de râler, Christine Levicki propose 3 filtres, 3 éléments qui doivent apparaître lorsqu'on s'exprime avec râlerie. La première chose, c'est le ton. Quand on parle tel un tigre ou qu'on a envie de mordre et qu'on crie, qu'on s'énerve et que vous avez cette image du petit chat qui tout d'un coup se transforme en grand félin et qui a envie de mordre, ça, c'est le premier filtre. En général, on sait qu'on n'est pas très bien parti. Le deuxième aspect, c'est vraiment cette idée de la justesse des propos. Est-ce que je décris vraiment la situation telle qu'elle est ou est-ce que j'exagère la situation? Par exemple, ça fait 1000 fois que je t'ai dit de ranger ta chambre. Est-ce que ça fait vraiment 1000 fois qu'on a dit qu'il fallait ranger sa chambre? C'est pas sûr. Ou bien, et ça c'est par exemple ma spécialité à moi, pour ceux qui me connaissent, un peu comme les Marseillais, on va un peu enjoliver la situation pour qu'elle soit un petit peu plus dramatique, etc. Donc voilà, ça c'est quand même pas très positif. Et là, on tend un peu vers la râlerie quand on dévie de la réalité. Voilà. Et le troisième aspect, c'est le ton, la posture qu'on va prendre en fait. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand on est en train de dire je t'ai dit, tu n'as pas fait ça, avec le doigt pointé, et qu'à un moment ou à un autre, on explique que nous sommes les victimes et que la personne en face, c'est le bourreau, mais c'est quand même nous qui sommes en train de pointer du doigt, ce rapport de force qu'on met en place dans le discours qu'on a avec l'autre ou même avec soi-même. J'en peux plus, mon boss m'a envoyé des modifications à faire sur la présentation hier soir à 23h30, mais il se prend pour qui? J'ai pas que ça à faire. On ne lui parle pas à son boss, mais on se parle à soi-même. On est un peu en train de râler, le j'en peux plus, enfin voilà. Donc cette posture-là de victime, avec l'idée d'exagérer et l'idée à un moment ou à un autre de grogner ou de mordre, alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la râlerie. Là, on est vraiment dedans. Et Christine Levicki va même plus loin en disant que parfois, il suffit de 2 des critères pour être déjà en train de râler. Donc voilà. Et à nouveau, ce dialogue, il peut être avec les autres, mais aussi qu'avec vous-même. Donc si dans votre tête, tout seul, dans votre douche, vous êtes en train d'avoir cette conversation avec vous-même, ah ben, vous êtes en train de râler, même si vous ne vous adressez pas à quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que c'est que la râlerie.
Et est-ce que ça marche réellement? Ça, j'aimerais du coup que peut-être les personnes ici présentes écrivent dans la barre de chat. D'après vous, est-ce que ça marche réellement, tout ça? Ouais, bah, je vois déjà qu'il y a quelqu'un qui disait ça ne sert à rien, j'aime pas le faire et je m'en veux à chaque fois après. Ça marche rarement. Oui, en fait, je pense que c'est vraiment, il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe en vous quand il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui s'exprime de cette manière-là et qui vous agresse? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous avez cette conversation, l'exemple que j'ai pris juste avant, de votre boss qui vous a envoyé des modifications à faire? Comment vous vous sentez dans votre douche après avoir eu ce dialogue avec vous, en fait? Effectivement, c'est pas une posture qui marche, en fait. C'est quelque chose qui nous pollue, c'est quelque chose qui n'est pas constructif parce qu'en fait, on veut créer un électrochoc d'une situation qui ne nous convient pas, mais en fait, on ne cherche pas une solution. On n'exprime pas vraiment les choses telles qu'on a besoin de les exprimer. On n'exprime pas notre vrai besoin, notre vraie émotion. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça ne marche pas. Donc, râler, ça a tendance à créer deux choses. La première chose, c'est la défense. Si vous commencez à agresser quelqu'un, en plus en grognant, en exagérant et en le pointant du doigt, la personne en face, ce qu'elle a envie de faire spontanément, c'est de se défendre. D'accord? Donc, on rentre dans un jeu de surenchère. Au lieu d'être dans un dialogue d'égal à égal, vous avez un dialogue où il y en a un qui se sent dominé, l'autre qui est dominant. Et c'est en escalade comme ça. Donc, c'est impossible d'avoir une conversation tant qu'on n'est pas en fait en face à face. Il n'y a pas de lien qui peut se créer, il n'y a pas de communication qui peut se créer. Et donc, il n'y a pas de solution qui peut être trouvée à votre problème. Donc, râler avec la défense ne marche pas. L'autre constat qu'on peut faire quand on râle et quand on attaque quelqu'un, c'est que la personne, elle peut aussi fuir. Ça, c'est quelque chose de basique, c'est même presque primitif, ça fait partie de nos émotions primitives. Quand on se sent agressé, eh bien, parfois, on choisit de ne pas répondre, de se renfermer et de ne plus du tout dialoguer. Et donc, forcément, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver une collaboration ou un accord avec une personne qui n'a pas envie de discuter avec nous. Donc, très clairement, ça ne marche pas. D'accord. La seule chose que j'aimerais quand même dire, parce que on dit que ça ne marche pas, que c'est pas bien, etc. Mais il faut aussi un tout petit peu dédramatiser. D'accord? Je pense que, comme on l'a vu avant, on a plein de raisons de râler sur plein de choses. Et le quotidien, le Covid, l'économie, tout ça vient rajouter encore des couches, bien sûr, à tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser d'être dans la râlerie. C'est hyper important de se dire qu'en fait, tous, à notre échelle, en fonction d'où on va positionner le curseur, on râle. Et c'est OK, en fait. C'est OK. C'est juste de savoir dans quelle mesure c'est vraiment nécessaire d'aller aussi loin. Est-ce qu'on peut changer quelque chose avec le curseur? Est-ce que peut-être sur certaines situations, c'est pas OK de râler parce que c'est pas constructif ou que ça nous dérange ou que ça nous déplaît? Voilà. Mais on n'est pas chez les bisounours non plus, d'accord? On n'est pas Gandhi, on n'est pas Bouddha, on n'est pas là à méditer 18 heures par jour et à être capable d'appréhender tout. Personnellement, si je partage juste une petite anecdote, quand au tout début de mon parcours, j'ai commencé la communication non violente, je l'ai fait principalement pour ma posture de maman. Quand je devais expliquer à mes enfants et que je devais m'exprimer de la manière de la communication non violente et que je me disais OK, j'applique ce que j'ai appris, j'avais vraiment l'impression d'être une folle parce que je me disais: «Non mais c'est n'importe quoi en fait, pas du tout, ça marche pas et en fait, je n'écoute pas mon besoin qui est de râler». Voilà, ça prend du temps et il y a des situations qui sont plus faciles à appréhender que d'autres et oui, c'est normal d'avoir un besoin de s'exprimer. Je vis actuellement en France et je pense quand même si je ne vais pas Un être débat là actuellement chauvine sur le. suisse de dire ça, d'accord, mais que dans la culture française, râler, ça fait partie de leur gène, d'accord? C'est comme ça. Donc il y a aussi Attention, des choses où on n'est pas attention, aidé Christine, dans. Non mais tu vas sur un débat. non, mais au-delà non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi dédramatiser. On a appris aujourd'hui sociétalement à entrer en dialogue et en contact en râlant. Vous êtes avec quelqu'un à attendre le bus, c'est plus facile de dire: «Oh là là, c'est pénible, hein, de porter ces masques, hein».
C'est plus facile d'interagir avec une personne en disant « Ah, il fait vraiment moche aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance. Hein. » C'est beaucoup plus simple que de commencer à dire « Ah, vous avez un très joli sac à main, très beau sourire. » Non, mais j'exagère, mais c'est plus facile d'avoir une conversation sur des choses qui sont négatives parce qu'on pense que c'est plus simple d'interagir avec les gens. Donc, il y a aussi tout un truc au niveau de la société, au niveau de la culture et des mœurs. Donc, voilà, je voulais juste un peu détendre l'atmosphère en ne se mettant pas trop de pression. On n'est pas toujours OK avec le fait qu'on râle, et c'est bien parce qu'on a envie de faire quelque chose de différent. Mais après, on n'est pas non plus Gandhi, quoi. Voilà. Et du coup, si tu nous parles un peu d'une forme d'automatisme, de quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui? Alors, il y a plein de questions, mais je les lirai tout à l'heure, puisqu'il y aura après un Q&A, mais vous pouvez toujours écrire, hein, c'est super génial de vous voir vous activer. Mais justement, est-ce qu'il y a une manière de communiquer différente avec des nouvelles idées, des pistes pour changer? Alors, oui, non, alors je l'ai un petit peu mentionné et j'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui ont parlé de certains aspects. Ceux qui connaissent, il y a le livre sur les cartes accords Toltec qui est très intéressant avec une nouvelle posture à prendre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plutôt eu envie de vous parler de la communication non violente parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup, je dirais, dans la sphère plutôt privée, mais qui de plus en plus est intégré dans la sphère professionnelle parce que vraiment, il y a cette notion de posture. Et en fait, si vous repensez aux 3 filtres ou aux 3 aspects que je vous ai mentionnés tout à l'heure sur la râlerie, je pense que c'est hyper intéressant de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour changer ces 3 aspects. Et la communication non violente est un outil qui est fantastique pour ça. Une des premières choses que j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer et d'exprimer un mécontentement ou quelque chose qui ne nous convient pas quand on parle en mode « je ». Et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Mais vraiment, ça fait une énorme différence quand on dit « je suis fatiguée de cette situation, je suis stressée avec cette présentation à faire et tout le travail qui va avec ». C'est beaucoup plus facile de s'exprimer comme ça et d'avoir une personne en face de vous qui va avoir envie de vous écouter plutôt que de commencer à dire « tu me charges de travail, c'est toujours la même chose avec toi ». Et là, j'exagère, d'accord? Mais tu, c'est vous renvoyez la chose à l'autre. Je, c'est vous. Ça vous appartient. Et comme vous l'avez tous très bien dit avant, on veut essayer de solutionner quelque chose qui nous frustre. Mais en fait, du coup, ça nous appartient de le changer. C'est soyez le changement que vous voulez voir. Incarnez-le. Donc, exprimez vos besoins, exprimez vos émotions. Vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez quelque chose qui vous manque, dites-le. Je suis frustrée, je suis déçue, je suis surchargée de travail, je suis mécontente d'être à ce poste de travail, j'ai besoin de… Ça, c'est la première chose. Dans la communication non violente, parler en mode « je », c'est mais totalement, enfin, c'est le critère sine qua non. La deuxième chose, c'est aussi à un moment ou à un autre, adressez-vous à la personne. On a souvent tendance à parler de quelque chose qui ne nous convient pas à une personne tiers. Typiquement, d'aller voir sa collègue. Non, mais tu te rends compte, il m'a encore écrit un mail pour me demander de faire des modifications. Non, mais alors là, il peut oublier, je ne vais pas le faire, etc. Alors, ce n'est pas vraiment sûr que la collègue, elle va solutionner le schmilblick, en fait. Ça va peut-être vous faire du bien de ventiler. Et ça, il faut aussi accepter que parfois, on a besoin de ventiler. Mais c'est une chose de ventiler parce qu'on a besoin d'exprimer une frustration. C'est une chose, à un moment ou à un autre, de dire, je veux résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut aller voir la personne concernée. Et il faut lui parler à elle. Donc, s'adresser à la bonne personne et en face, c'est encore mieux en face que par un email ou par un texto interposé. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. La même chose avec vous, si vous avez un truc à vous dire à vous-même, bah, vous prenez votre miroir. Vous vous mettez face à votre miroir. Mettez face à vous-même et vous vous dites le truc. C'est vraiment des outils qui peuvent paraître bateaux, mais c'est une évidence. Se dire à soi-même et s'entendre dire quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, ah ben, il faut s'accrocher, hein, c'est pas simple. Donc, c'est un exercice qu'il faut vraiment se dire, c'est je parle en mode je. C'est mes besoins, mes émotions, ma responsabilité. Je suis acteur de ma vie. Je ne suis pas victime d'une situation ou d'un truc qui ne me convient pas. Je choisis de prendre en main mon pouvoir créateur, ma capacité, mes ressources, et j'y vais en m'exprimant. Je suis en face de moi. Et après, il y a plein d'autres choses en communication violente, d'accord? Mais dans l'idée de quoi?
Si vous voulez solutionner quelque chose, il y a un moment ou un autre où il va falloir trouver une solution et que cette solution, elle soit validée. Souvent aussi, on attend des autres quelque chose qu'on impose, notre vision des choses, notre solution qu'on a prédéfinie dans notre tête, etc. Mais peut-être que l'autre, il a une autre idée. Il a peut-être ses propres émotions, ses propres besoins. Donc, c'est une chose aussi hyper importante. Quand vous communiquez avec quelqu'un, est-ce que la personne en face de vous, elle vous écoute? Elle vous entend? Et est-ce qu'elle vous a suffisamment entendu pour vous dire, OK, on est d'accord sur la même solution, on est d'accord sur ce que tu viens de me dire, presque un peu avec cette image de on se serre la main, c'est entendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Combien de fois on pose une question à quelqu'un, même une question bête, hein, franchement, honnêtement, combien d'entre vous dit « Salut, ça va ?» et on n'attend même pas la réponse derrière. On n'écoute plus, en fait, ce qui se passe. Et ça, c'est un problème. Vous voulez nourrir un dialogue, vous voulez co-créer, vous voulez communiquer avec quelqu'un, mais écoutez. Voilà. Donc on est on est vraiment déjà sur un jeu responsable, donc aussi responsable émotionnellement de ses propres actions, et aussi sur plus d'écoute de notre part. Hein. C'est vrai, effectivement, aujourd'hui, on écoute souvent pas assez. Moi, je propose de passer déjà aux questions. Euh, Peut-être pendant que les personnes écrivent les questions, est-ce qu'on peut faire un petit exemple concret tous les deux de ce que ça pourrait donner une communication plus responsable? Ok. Alors, le plus simple peut-être, c'est que je te parle en communication non responsable. Donc, je vais vider mon sac. Non, mais je vais te parler. En fait, je te parle comme si voilà, je te parle comme si je réfléchissais pas à ce que j'ai envie de dire, que j'ai pas envie que ça soit constructif, et je te dis les choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, écoute, Raphaël, cette préparation aujourd'hui pour le meeting, c'était quand même particulièrement catastrophique. J'ai trouvé que tu t'es pas vraiment impliqué. Le son était un peu pourri, et je t'ai dit, mais au moins 1000 fois qu'il fallait absolument que tu changes ta couleur de chemise parce que c'était pas vraiment ça. Ouais, ouais. C'est pas très cool ce que tu dis. Je suis pas content. Donc, à la base, même si on sait que c'est un jeu, même quand on l'entend, et ben, même c'est pas en prenant cool. de la dérision, la personne, elle se sent agressée. Franchement, ouais. Même si Raphaël me connaît, même si c'est un jeu et que j'ai poussé le jeu à l'extrême, voilà. Ensuite, si je dis à un moment ou à un autre, Raphaël, j'aurais besoin de te parler de ce qui s'est passé ce matin pendant le webinaire. J'ai été particulièrement déstabilisée par le son. Je me demande dans quelle mesure il y a peut-être un travail qui pourrait être effectué au niveau de la qualité du son. Ok. Ensuite, ça, c'est totalement personnel, c'est mon opinion, mais je trouve que le rose te va beaucoup mieux. Donc peut-être pour la prochaine semaine, je t'inviterai à mettre plutôt une chemise rose. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça me fait plaisir. J'aime le rose. On n'a pas beaucoup de temps, d'accord? Donc c'est difficile de faire des jeux de rôle comme ça et des choses concrètes. Mais là, ce jeu, il est là aussi pour vous montrer deux choses. Plutôt que d'être dans la culpabilité et dans l'agression, d'accord? On cherche à être dans une forme de curiosité. Et si je t'invite à faire différemment? Et si je discute avec toi d'une manière plus ouverte, plus positive, d'accord? Et si je veux me débarrasser de ces nuages au-dessus de ma tête, de quelque chose qui ne me plaît pas, mais en allant chercher le soleil plutôt qu'en venant rajouter de la pluie, de la grêle et puis un gros tonnerre. Donc c'est ça un peu cette idée-là, c'est commencer quelque chose même de manière imparfaite, d'accord? On est totalement imparfait. Dans notre vulnérabilité, c'est la meilleure des choses pour commencer à changer. Pour commencer un challenge, le mieux, c'est de se dire, je fais un petit pas de mon nettoyage de printemps, une petite chose, et une action imparfaite derrière une action imparfaite va mener vers quelque chose qui vous amènera en direction de quoi? De cette fameuse image, de ce fameux mot ou de ce fameux mantra que vous avez défini avec la visualisation qu'on a vue ensemble. J'ai une question de Vania donc on commence la session. Comment faire passer le message à quelqu'un qui se braque et qui ne veut pas entendre? Alors, d'abord, c'est de nouveau vraiment regarder comment vous passez ce message.
D'accord? La première chose, c'est comment vous passez ce message. Est-ce que ce message, il est vraiment passé de manière saine et constructive? Est-ce que peut-être la personne, elle se braque parce qu'elle reste agressée par les termes que vous utilisez, si vous l'accusez ou autre? Ça, c'est première chose. Si ce n'est pas le cas, il faut aussi accepter, et ça c'est un très gros chapitre et nous n'avons pas le temps de l'ouvrir aujourd'hui, mais il faut aussi accepter qu'il y a des situations qui ne nous appartiennent pas. Les émotions des autres, c'est pas de notre ressort. Donc peut-être la personne en face, elle se braque parce qu'elle-même, elle a eu une journée hyper difficile et qu'elle n'est pas du tout capable d'être dans une posture d'écoute. Donc en fait, elle n'entend pas du tout ce que vous dites parce qu'elle n'a pas envie de vous entendre. Ça, c'est aussi super important en fait. Vous, vous pouvez être prêt, vous pouvez être très posé, très calme et vous avez peut-être envie d'être constructif, mais l'autre en face, il n'est pas disposé à entendre. Dans ce cas-là, il faut accepter de lâcher prise. Parce qu'en fait, ça ne vous appartient pas. L'émotion de l'autre, ce n'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas changer les autres. Ce que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et ce qui est hyper important de se dire, c'est est-ce que je me sens déjà mieux d'avoir dit les choses vraiment? D'accord? De ne pas avoir râlé, d'avoir exprimé l'émotion qui m'habitait ou qui m'animait presque parfois, tellement ça vient nous ronger de l'intérieur. Est-ce que je ne me sens pas mieux de l'avoir vraiment extériorisé? Est-ce que ça a été réparé? Peut-être pas, mais c'est quand même beaucoup plus sain, vraiment beaucoup plus sain de dire les choses que ne pas les dire, les garder et de les vomir, si je peux me permettre. J'ai une Donc, autre il y a, question. voilà. Oui, autre question? J'ai une autre question d'Anna Mélanie qui demande si on a demandé plusieurs fois quelque chose. Ah oui. On répète et on répète. Alors, il y Difficile de pas a râler, une grande effectivement. phrase, je crois que c'est Edison qui disait ça, celui qui a inventé la lumière, etc. Ça sert à rien de refaire 50 fois la même chose en pensant que la chose, elle va se changer, d'accord? Donc, en fait, si vous l'avez dit plusieurs fois, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut changer la manière de le faire. Peut-être il faut changer la manière d'aborder le sujet, peut-être qu'il faut changer le timing, peut-être que le moment n'est pas opportun, la personne en face n'est peut-être pas disposée à l'entendre, ou alors peut-être en fait que la solution que vous cherchez, eh ben, elle ne se trouve pas là. C'est exemple concret. Alors, évidemment, moi, ma sphère à moi, elle tourne beaucoup autour de mes enfants et de ma famille, puisque avec le Covid et avec mon type de rôle professionnel aujourd'hui, je suis moins en entreprise qu'à l'époque. Donc, je vais parler de ce que je connais. Mais moi, j'ai un vrai problème, j'ai un besoin très fort et j'exprime ce besoin d'ordre. Voilà. Pour moi, l'ordre est quelque chose de très important. En ayant 2 enfants de 5 ans et demi et de 7 ans et demi, autant vous dire que comme le coup des chaussettes le matin, c'est compliqué. Donc, il y a un moment ou un autre où je me suis posé la question, à force de tout le temps répéter la même chose. Est-ce que vous pouvez ranger votre chambre? Est-ce que vous pouvez ranger ceci? Est-ce que vous pouvez faire ça? Je me suis dit, OK, c'est comment je fais en fait? Ça marche pas. J'exprime comme il faut, je m'exprime à leur niveau, je leur parle, je leur dis, maman, c'est difficile, j'ai besoin que vous rangiez, j'aimerais bien que vous m'aidiez. Vraiment, franchement, j'ai tout essayé. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce besoin, il m'appartient à moi. Et qu'en fait, pour eux, c'est OK de laisser certaines choses comme ça parce que ce n'est pas leur besoin à eux. Donc, en fait, j'ai décidé de faire, on va dire, une solution intermédiaire, hybride. Je me suis dit, OK, eh ben, je vais leur mettre des paniers. Et en fait, ils doivent ranger leurs choses dans les paniers. Si après les paniers sont pas rangés parce qu'en fait pour eux c'est OK de laisser leurs jouets dans le panier, dans le coin du salon plutôt que d'avoir du chenille partout dans le salon, ça m'appartient à moi. Mais il y a une partie du job qui est quand même faite par eux. Donc j'ai cherché le compromis. Et ça c'est difficile le compromis parce que ça veut dire d'accepter de lâcher prise sur quelque chose qui pour nous paraît hyper important. Donc pour moi, l'ordre, c'est très très important, mais j'ai accepté qu'à un moment ou à un autre, pour eux, ça ne l'était pas. Donc j'ai fait un pas vers eux en disant, OK, je vous demande de mettre les choses dans le panier et moi, je m'occuperai de ranger les paniers. Ça, c'est aussi un truc important dans le lâcher prise et dans la posture. Parfois, ça ne marche pas. Ça peut être l'autre, ça peut être la manière de dire et ça peut être le fait qu'il faut trouver autre chose, une alternative, une solution intermédiaire, un compromis. Alors, j'ai une question de Maxime qui me parle aussi, qui en fait parle de souvent les mots maladroits sont le résultat d'une tension et d'une spontanéité. Donc, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas, ça monte. Comment arriver à changer justement sans réfléchir pendant 2 heures avant de répondre en fait? Alors, en fait, alors ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut jamais dire les choses à chaud. Voilà. Il ne faut jamais dire les choses à chaud parce qu'en fait, ça ne peut pas être constructif. Donc, il faut apprendre à dire à ce moment-là, là, je ne peux pas.
Je ne peux pas te dire, je ne peux pas le dire. Même au niveau professionnel, est-ce que je peux vous revenir dans 1 heure? Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus plutôt cet après-midi? Là, j'ai juste besoin de faire un break, j'ai besoin de travailler autre chose. Autorisez-vous à prendre le temps de mettre de l'ordre dans votre tête et surtout de faire redescendre le niveau émotionnel. Parce que ça ne peut pas être constructif. Quand on est déjà en fait avec un énorme brouhaha là-haut, comment on peut exprimer quelque chose de sensé et de constructif? On ne peut pas. Donc, il faut en fait s'autoriser à le faire. Aujourd'hui, dans plein de situations, moi, je me retrouve vraiment à dire, que ça soit à certains clients, d'accord? Parfois, j'ai des séances de coaching où j'ai des gens qui vont me challenger parce que voilà, ça fait que 3 ans que j'ai cette posture-là, je n'ai pas réponse à tout, d'accord? Et bien parfois, je vais dire, écoutez, à ce niveau-là, je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi le temps de regarder un petit peu ce que je peux faire et je vous reviens. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vous entends pas et que je ne m'intéresse pas à vous. Et en même temps, je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi et quelque part de ne pas respecter vos besoins et votre demande. C'est juste, là, on fait un arrêt sur image. Christine, oui. Je suis désolé de te couper. C'est hyper intéressant et il y a plein de questions. Et malheureusement, il faut qu'on soit rigoureux sur l'heure. Je voudrais qu'on finisse avec justement 5 minutes pour parler un petit peu du challenge et pour que tu nous dises de quoi il s'agit, ce fameux challenge pour 21 jours pour changer. Ok. Alors, l'idée du challenge, c'est un autre outil, d'accord, pour essayer de tendre vers une communication plus constructive et plus positive. 21 jours, vous avez certainement entendu, il y a plein de choses qui sortent partout sur les réseaux depuis ces dernières années. C'est ce qui se dit, d'accord, pour être le nombre de jours qu'il faudrait pour créer des nouvelles connexions neuronales. Si on arrive pendant 21 jours consécutifs à avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, une nouvelle posture, des nouveaux mécanismes, eh bien ces mécanismes vont être ancrés. D'accord? Donc, l'idée que Christine Levicki a eue à l'époque, et c'est ça qui a tout lancé son livre, c'est de dire pendant 21 jours consécutifs, je ne vais pas râler. Et si un jour je râle, je recommence à 0 le compteur. D'accord? Donc, c'est très difficile. Elle a mis un certain nombre de mois. Je vous invite, et je pense qu'on partagera sur le chat son blog, à aller voir. Elle a partagé des vidéos. C'est hyper inspirant. Et en fait, on s'est dit, avec l'équipe de JobWatch, que ça pouvait être aussi un bon challenge pour nous, ensemble, de voir ce que ça donnait pendant 21 jours. Je vous le dis très sincèrement, moi, j'ai fait le challenge. J'y suis arrivée une fois, il y a 3 ans, 21 jours consécutifs. Depuis, pas vraiment, j'avoue. Mais c'est hyper intéressant de le faire parce qu'en fait, on ouvre la curiosité. Donc, en fait, on vous invite aujourd'hui avec l'équipe de JobWatch, à partir de demain, de se dire pendant 21 jours, avec curiosité, quelles sont les conversations que je vais avoir avec moi-même et avec les autres? Est-ce que j'arrive à ne pas râler? Est-ce que j'arrive à déjouer certaines choses? Et voir en fait si pendant 21 jours vous y arrivez ou pendant combien de jours consécutifs vous y arrivez, valoriser ces petites victoires, vous féliciter de ces petites victoires et ensemble, un peu dans la vulnérabilité, s'épauler et s'aider sur des choses et des situations difficiles. Voilà, et peut-être pour la petite histoire, c'est moi qui vais reprendre la main sur le compte Instagram de JobWatch pendant 21 jours. Donc, pendant 21 jours, je vais poster principalement des stories, des petits outils, des petits teasings. Je vais partager des vidéos de mes fails ou de mes réussites. Et j'ai vraiment hyper envie de vous retrouver sur Instagram. J'ai hyper envie que tous ces exemples et tous ces partages que je vois sur le chat, vous veniez avec sur Instagram. Challengez-moi, je peux vous épauler, envoyez-nous des messages sur Instagram. C'est moi qui vais répondre aux questions. Voilà, mais en tout cas, allez-y. Ouvrez la porte à de nouveaux possibles pour une communication différente. Je vous y encourage. Alors moi, je vais participer au challenge avec toi pendant 21 jours. Je mettrai tous mes fails et tous
tous mes petites réussites aussi, donc je me réjouis vraiment. N'hésitez pas, il y aura un hashtag aussi que Valérie va écrire tout de suite dans la barre de chat. Moi, je voulais vraiment te remercier, Christine, pour tous ces outils que tu nous as offerts. J'en retiens beaucoup, le jeu, la responsabilité, la posture, le ton, le challenge, bref, plein de choses. Je voulais vous informer toutes et tous qu'il y aura un replay, évidemment, donc n'hésitez pas à revoir le replay sur notre site internet, sur YouTube aussi. Je voulais toujours aussi remercier notre sponsor, qui est Helvetia, je voudrais aussi vous informer que on aura aussi plein de super talks, en l'occurrence aussi sur l'innovation managériale, sur le management participatif. On aura aussi quelque chose sur le design. Donc, vraiment plein de bonnes choses. Je vous invite aussi à écrire à notre petit questionnaire de satisfaction parce que ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks, des retours. Donc, ça peut être super bien d'avoir ça, vos retours. Vos retours sont toujours très riches et je vous en remercie. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Vous êtes vraiment génial. À chaque fois que vous êtes au rendez-vous, vous êtes vraiment nombreux et nombreuses et ça, c'est super bien. Voilà, je vois dans les messages plein de merci beaucoup. Et vraiment, bah, voilà, on est super contents d'être là. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Et puis, bah, rendez-vous sur Instagram avec le challenge de 21 jours. Voilà, je me réjouis. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Au revoir. Merci Christine, merci à tous. Avec plaisir. Au revoir tout le monde.